Bon, pour l'instant, ce sont les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin donc Christian Estrosi. Oui, le président de la région PACA, longtemps dans l'ombre de Nicolas Sarkozy, il roule désormais pour lui, pour défendre ses idées. Il publie aujourd'hui même « Il faut tout changer » chez Albin Michel. Tout changer, ça tombe bien parce que c'est l'état d'esprit des Français. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour Caroline Une Roux. fois n'est pas coutume, je vais commencer cette interview par un sondage ELAB qui donne François Fillon derrière Marine Le Pen et derrière Emmanuel Macron à 18%. Est-ce que vous parleriez d'état d'alerte dans l'opinion pour la cote de popularité et les intentions de vote de François Fillon ? C'est l'état de l'opinion d'un moment. C'est une inquiétude forcée dans notre camp politique. En même temps, je regarde ce sondage. Et je regarde aussi le sondage au deuxième tour, car on sait que les lignes peuvent changer, mais on voit aussi le rapport de force du deuxième tour avec un François Fillon qui est à 56% et une Marine Le Pen à 44%. Comment est-ce que vous le lisez ça ? Comment est-ce que vous voyez ce résultat ? Regardons le résultat il y a un an, très exactement, aux élections régionales. Il y avait 2 régions en France, le Nord et le Sud, où on annonçait une victoire de Madame Le Pen au nord et de Madame Maréchal Le Pen au sud. Xavier Bertrand et moi-même y sommes allés pour essayer d'empêcher cela. Nous avons fait au deuxième tour 55-45. Pas loin de ce que donne ce sondage, peu ou prou. Où est-ce que vous voulez en venir, Christian Estrosi ? Je veux en venir simplement au fait que si nous avons réussi à créer les conditions d'une victoire là où la victoire des Le Pen était annoncée, c'est parce que nous avons su trouver les conditions du rassemblement. Parler à tout le monde, expliquer qu'il y avait des changements de pratiques qui étaient une exigence, y compris dans la gestion des collectivités locales. Tenez par exemple à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai mis en place un comité d'éthique sous la présidence de l'ancienne présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour veiller à la déontologie de chaque élu qui y siège. Et d'ailleurs, les seuls qui ne se soumettent pas aux déclarations que nous leur avons demandées, ce sont les élus du Front National derrière Madame Maréchal Le Pen. Quand vous dites créer les conditions du rassemblement, ça veut dire qu'il faudrait qu'il intègre le candidat Fillon un deuxième tour où il va falloir aussi faire le plein des voix du centre, de centre-gauche. S'il était dans cette configuration-là au second tour, c'est ça aussi que vous me dites, ça aurait des incidences sur son projet. Je n'ai cessé de dire, et on trouvait que c'était une grossièreté lorsque je le disais clairement, le 11 janvier dernier, lorsqu'il est venu à Nice, que j'étais bien évidemment un soutien de sa campagne, de la campagne des Républicains, du centre, de la famille politique à laquelle je reste fidèle, mais que parler social ne devait pas être une grossièreté. Parler aux classes moyennes, aux oubliés de la mondialisation, ceux qui sont sur le bord du chemin aujourd'hui et qui ne doivent pas être délaissés pour compte, et que c'est une exigence, ce sont les conditions du rassemblement. En tout cas, moi, je n'entends pas abandonner sur ce chemin-là ce que je suis. C'est d'ailleurs ce dont je parle dans ce livre, dont je veux dire qu'il a été écrit bien avant les primaires, dans cet entretien avec Maurice Zaffrin, un journaliste de gauche, avec une confrontation très forte, et qu'il découle de quoi ? Il découle d'une profonde réflexion. On va en parler, je vous promets. Il est là, votre livre. Je vous assure qu'on va en parler. J'ai une dernière question. Vous assumez et vous revendiquez depuis toujours ce statut d'élu de terrain, avec l'idée que vous appréciez ce qui se passe au sein même de votre famille politique, peut-être plus que des élus qui sont le plus souvent à Paris. Comment est-ce que vous ressentez l'après-conférence de presse, l'après les excuses de François Fillon ? Est-ce que la confiance est revenue ? Est-ce qu'il y a encore des doutes ? François Fillon a parlé avec vérité, me semble-t-il, en tout cas sa vérité. Il a présenté des excuses et en politique c'est un signe extrêmement noble. Et en même temps, il a reconnu qu'il fallait changer les méthodes, les pratiques. Ce changement de méthode, de pratique, je le réclame depuis longtemps. C'est l'essence même du livre qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. Et j'essaie de voir dans les jours qui viennent ce que cela donnera. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a une colère qui gronde chez les Français. C'est qu'ils ne sont plus prêts à entendre un certain nombre de choses s'il n'y a pas une volonté où l'on fasse que tout soit décapé, qu'il y ait un grand nettoyage de fond
pour que nous changions les méthodes et les pratiques dans notre pays. Il faut tout changer. Voilà ce que vous voulez nous dire ce matin. On y vient. C'est un entretien avec le journaliste Maurice Safran. Il sort ce jour, ce livre-là. Est-ce que vous commencez par vous impliquer cette injonction à vous-même? Il faut tout changer. Est-ce que vous-même, vous avez ou vous allez changer peut-être une manière de faire de la politique? Ce qu'on entend beaucoup auprès des Français, c'est l'idée qu'il faut en finir avec les privilèges des élus. Est-ce que dans ce livre-là, il faut tout changer? Il y a aussi cette volonté-là. Lorsque j'ai fait le choix au mois de mai de me consacrer simplement à la collectivité locale, au terrain, à la région, à ma métropole, à ma ville, et de quitter le Parlement avec tous les privilèges dont on parle aujourd'hui et que j'ai décidé de balayer, c'est simplement parce que je voulais rester au contact de cette réalité, celle où on n'est pas dans le commentaire, celle où on est dans l'action. Les Français ne supportent plus les blocages et surtout les engagements pris pendant les campagnes électorales et qui ne sont pas respectés. Pourquoi ne sont-ils pas respectés? Parce que nous voyons que depuis 20 ou 30 ans, quels que soient ceux qui gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est la même aristocratie, ce sont les mêmes élites qui restent au pouvoir de tout. C'est un même monsieur Schramek qui, il y a 20 ans, était secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a été directeur de cabinet de monsieur Jospin, qui est président du CSA aujourd'hui, qui a tout exercé. Un même monsieur Pépi qui préside la SNCF sous la gauche, sous la droite, sous la gauche, sous la droite, sous la gauche. Et que, alors que vous êtes, vous, président de région, président d'une autorité de transport ferroviaire, vous avez 90 jours de grève qui vous sont imposés par la mauvaise gestion de la SNCF. Voilà. Alors le problème, c'est le système. Le problème, c'est ça, c'est ce que vous dites. C'est qu'il faut changer le système de fond en comble et que c'est le seul moyen aujourd'hui de parler aux plus faibles et surtout de donner une chance face à cette élite, de cet entre-soi, où on essaie de tout bloquer, de faire en sorte que rien ne change. C'est curieux, Christian Estrosi, vous avez le sentiment que les gens qui vous regardent ce matin ne vous mettent pas dans ce sac-là des élites, du système? Il se trouve que je ne suis pas issu de cette élite. Je suis un fils d'immigrés italiens, élevé dans une famille modeste, le Sud-Est. Vous savez, le Sud-Est, dont on sait, où on dit « Ah, vous êtes du Sud-Est, vous êtes donc d'extrême droite. Ah, vous avez parlé sur un plateau de télévision, il y a 1 an et demi, d'une 5e colonne. Donc vous êtes d'extrême droite aujourd'hui. Elle a encore frappé au Louvre il y a quelques jours de cela, cette 5e colonne. Et puis en même temps, lorsqu'à la tête d'une collectivité, je reprends au bout de 30 ans la gestion en régie directe des cantines scolaires pour que les enfants mangent mieux sans passer par une société privée, que j'en fais autant pour l'eau, pour baisser le tarif de l'eau, que j'en fais autant pour les transports, pour faire des transports à 1 euro. On dit mais ce type-là est de gauche, il est socialiste. Non, je suis simplement près des réalités quotidiennes. Et j'ai dû me battre contre les élites, contre le mépris des élites pendant des années. Ça, vous en parlez dans le livre. Aujourd'hui, vous en avez souffert au début. Aux paysans courageux, aux artisans innovants, aux petits patrons qui essaient d'apporter une part d'innovation dans son entreprise, à la start-up qui, ces 2 jeunes, l'autre jour, me disaient... Première année, là où je les héberge dans mon hôtel d'entreprise, on a dégagé 90 000 euros de dividendes. On va les réinjecter dans notre entreprise. Eh bien non, ils n'ont pas pu le faire parce que l'État leur a prélevé 24 000 euros d'impôts. À Londres, on leur aurait permis de pouvoir réinjecter 100% de leurs dividendes et ainsi de créer de l'emploi, de la richesse et d'apporter de la croissance et de l'innovation. C'est tout ça qu'il faut changer dans notre pays. Il faut tout changer, je le rappelle, c'est le titre du livre. Un mot sur le carnaval de Venise et ce week-end, les accès aussi... Non, de Nice. De Nice. C'est bien aussi le carnaval de Venise, mais ça vous concerne moins. Le carnaval de Nice, pardon, et c'est ce week-end. Les accès au site seront protégés. Est-ce que vous parleriez de dispositifs de sécurité exceptionnels? On sait que les réservations sont très légèrement en baisse par rapport à ce qu'elles ont pu être. Évidemment, les attentats du 14 juillet sont dans tous les esprits. Comment est-ce que vous appréhendez ce week-end pour le carnaval de Nice? Je n'aurais pas accepté l'organisation du carnaval de Nice si, contrairement aux événements passés, l'État et son représentant ne m'avaient pas communiqué tout le dispositif qu'ils mettaient en place, puisque c'est l'État et l'État seul, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui doit garantir la sécurité. Moi, j'apporte les moyens. On a mis 36 portiques de sécurité. On demande aux gens de ne pas venir avec des sacs. C'est
un périmètre absolument protégé. Et en même temps, nous sommes à un niveau de 240 000 réservations, c'est-à-dire quasiment la moyenne des 5 dernières années. Par les temps qui courent, l'état d'urgence, et bien que nous restions aussi attractifs, ça démontre aussi que nous restons une ville du monde, un territoire et une région du monde qui attire encore beaucoup de monde. Merci beaucoup Christian Estrosi. C'est à vous William. Merci beaucoup.